Europe. Europe 1. Il est 8h16, votre invité Patrick Cohen est l'auteur d'une histoire de la contre-révolution arabe sous le titre Généraux, gangsters et djihadistes. C'est aux éditions La Découverte. Bonjour Jean-Pierre Filu. Bonjour. Professeur des universités en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po, spécialiste de l'islam contemporain. Vous explorez donc dans ce livre l'autre versant de la guerre contre le terrorisme, c'est-à-dire les systèmes de sécurité, de répression, de terreur mis en place notamment par la Syrie, l'Égypte ou l'Algérie encore, la Turquie. Systèmes qui se nourrissent de la menace djihadiste et qui en profitent pour étouffer tout espoir de changement. C'est l'une des idées forces de votre livre. Plus il y a de dictature et plus il y a de djihadistes. On va y revenir. On parlera aussi de la Syrie. Vous connaissez très bien, vous y avez été diplomate. La France doit-elle traiter avec Assad? Et que répondez-vous? Réalistes, ou ceux qui se prétendent comme tels, qui expliquent que le dictateur syrien est un moindre mal face à Daesh. Avant cela, Jean-Pierre Filu, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la nature de la contestation en Iran? Frustration économique ou colère démocratique? Les deux sont évidemment mêlés et on est face à un mouvement diffus dont c'est justement la grande force. Donc on va chercher des meneurs. Le régime iranien a d'ores et déjà dénoncé des mains étrangères, ce qui est de l'ordre de la propagande la plus crue. Je crois qu'on est face à un mouvement d'une grande maturité qui a beaucoup appris de l'échec de la mobilisation de 2009. Rappelez-vous quand les Iraniennes et les Iraniens étaient descendus par dizaines, centaines de milliers pour contester les résultats de l'élection présidentielle. Cette fois-ci, ce ne sont pas les règles du jeu qu'ils contestent, mais c'est le régime lui-même. Et c'est ça qui, évidemment, panique au sommet de l'État iranien. Un régime qui paraît pourtant solidement installé. C'est une erreur, Jean-Pierre Filu? Le régime a des bastions, il a des réseaux, il a des capacités de mobilisation très fortes. Moi, ce qui me frappe, c'est que un des premiers slogans qui a retenti en Iran était de dénoncer la politique d'expansion de la République islamique en Syrie, son aide au régime de Bachar el-Assad. Et donc ça brise un mythe, le fait que l'Iran serait uni dans ses projets de grandeur régionale, alors qu'on voit bien que c'est le régime et non pas la population qui, elle, voudrait plutôt qu'on s'occupe de son niveau de vie que de se lancer dans des aventures comme celle de la Syrie, de l'Irak, voire du Yémen. L'Iran, on parle là du seul État ou de l'un des seuls État théocratique du monde. Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir se rendre en Iran cette année, Jean-Pierre Filu? On peut parler avec Téhéran tout en étant allié aux ennemis de l'Iran, c'est-à-dire les États du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite? Absolument. Et il faut à tout prix que cette initiative française se développe. Non seulement la France a été au cœur de l'adoption de l'accord sur le nucléaire iranien qu'aujourd'hui l'administration Trump voudrait remettre en cause, mais la France doit parler avec l'Iran des sujets qui fâchent, et pour cela, rien de mieux qu'un dialogue au sommet. Alors, dans le monde arabe, généraux, gangsters et djihadistes, c'est le titre de votre livre, Jean-Pierre Filu, qui s'ouvre par cette citation de Kamel Daoud, l'écrivain algérien. Les djihadistes sont les enfants des dictatures, pas des révolutions. Que pouvez-vous dire à ceux qui vous écoutent en ce moment et qui sont convaincus du contraire, c'est-à-dire que les dictatures ou les régimes autoritaires, en Égypte ou en Algérie, par exemple, sont des remparts contre l'islam politique? Si nous revenons 7 ans en arrière, au moment de ce qu'on a pu appeler les printemps arabes, et je parle moi plutôt de soulèvement démocratique, on voyait qu'on avait d'abord des mouvements non violents, pacifistes, qui ont abouti à renverser 2 dictateurs en Tunisie et en Égypte en quelques semaines, et qui ont ouvert des processus constitutionnels, des transitions dans lesquelles, au fond, la violence djihadiste n'avait plus sa place, même si la Tunisie a payé un prix très fort à cette terreur. En revanche, quand on a eu réaction, contre-révolution, c'est ce que je décris dans le livre en détail, y compris dans la perversité de cette contre-révolution, on a eu presque mécaniquement une augmentation de la violence djihadiste. Le cas le plus évident est aujourd'hui l'Égypte, où 4 ans et demi après le putsch effectué par l'actuel président Abdel Fattah Sisi contre son prédécesseur qui avait été élu, l'islamiste Morsi, on n'a jamais eu autant d'attentats djihadistes, y compris en novembre dernier, le triste record avec 311 morts tués dans une mosquée du Nord Sinaï. C'est sans précédent, donc plus la répression augmente,
plus les attentats augmentent. Et ça arrange le pouvoir d'avoir face à lui des djihadistes plutôt que des manifestants pour la démocratie, c'est ça que vous expliquez, Jean-Pierre Filu? D'une part, ça permet de noyer toute forme d'opposition, toute forme de contestation, de l'accuser d'être un ferment de violence. Et puis, il y a des jeux plus directs. Le régime Assad a très volontairement, pendant le printemps 2011, alors qu'il s'acharnait contre l'opposition non violente, libéré des centaines de djihadistes de façon à militariser puis djihadiser la révolution. Du point de vue d'Assad, c'était un calcul réussi, vu qu'il est toujours au pouvoir 7 ans après. Mais j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut distinguer les régimes et les États. Et trop souvent, on croit qu'il y a une raison d'État qui préside à leurs calculs, alors que ce sont des régimes qui sont obsédés par leur seule survie au prix des pires souffrances pour leur population. Les pires souffrances, dites-vous, je croyais avoir tout vu de la part des despotes arabes, leur perversité, leur brutalité, leur rapacité, mais je sous-estimais encore leur férocité, leur capacité à brûler littéralement leur pays pour ne rien céder de leur pouvoir absolu, écrivez-vous. Brûler le pays, c'est une référence aussi aux pro-Assad qui se sont manifestés très vite lors de la contre-révolution après les premières manifestations de 2011, c'est-à-dire il faut Assad où nous brûlons le pays. Effectivement, quand j'ai vu pour la première fois ce slogan, je n'en croyais pas mes yeux. J'étais quand même un petit peu blindé. J'avais quand même entendu des partisans d'Assad scander « Assad pour l'éternité », ce qui n'est pas rien. Mais l'idée qu'on pouvait, de manière tout à fait consciente, brûler une partie de la Syrie pour que le reste du pays reste aux mains d'Assad, eh bien on voit que c'est très exactement ce qui a été mis en œuvre. Je rappelle que sur 21 millions de Syriens, 5 millions ont été contraints de fuir à l'étranger et 7 millions de fuir leur foyer à l'intérieur même de la Syrie, donc plus de la moitié de la population. Et 400 000 morts à peu près. Au moins. Je pense que un demi-million, 500 000 est une estimation plus raisonnable. Ne jamais perdre de vue l'état de barbarie dans lequel le régime Assad a plongé son pays. Est-ce que aujourd'hui Emmanuel Macron se trompe en voulant dialoguer avec Bachar, en voulant traiter avec le régime syrien tel qu'il l'a encore exprimé récemment? Il a battu cette carte de la reconnaissance et du dialogue trop tôt et sans contrepartie. À partir du moment où il a pris cette décision, il faut savoir qu'il est face à un monstre froid d'une grande perversité et donc il est urgent de restaurer un rapport de force morale. Il y a une question très simple, très symbolique, sur laquelle un geste serait bienvenu et ne pourrait que renforcer la main de la France. C'est la Légion d'honneur qui avait été remise à Assad par le président Chirac entre deux portes de l'Élysée en 2001. Chirac n'était pas très fier de son geste. Aujourd'hui, nous n'avons pas à être fiers de cette décoration, bien au contraire, c'est un scandale qu'Emmanuel Macron lui retire. Il a fait un geste très estimable s'agissant de Weinstein pour des agressions sexuelles. Nous parlons là d'un responsable de crimes contre l'humanité et entre autres d'un responsable de viol systématique. Il faut que cette Légion d'honneur soit retirée au plus tôt. Et après, sur ces bases morales et sur un certain nombre de principes que l'Élysée édictera, sur lesquels il sera, pour citer le président lui-même, intraitable, un dialogue est envisageable. Vous parlez de morale, Jean-Pierre Filu, et de symbole avec cette Légion d'honneur, mais vous entendez ceux qui disent la morale n'a rien à faire là-dedans, il est question d'intérêt, la diplomatie c'est fait pour discuter avec des ennemis, pourquoi parler de morale? Il se trouve que j'ai été diplomate pendant une vingtaine d'années, entre autres en Syrie, entre autres auprès des Assad, et j'ai très souvent vu que des calculs soi-disant réalistes étaient en fait absolument déconnectés de la réalité parce qu'ils ne prenaient pas en compte que la morale pour nous, démocrates et démocratie, fait partie du rapport de force que nous devons en permanence établir et respecter à l'égard de ce type de régime. Ça participe de la dissuasion, la morale. Ça n'est pas juste des principes qu'on énoncerait dans le vent, c'est ce qui fait notre différence et c'est ce qui fait que les populations sur place, il ne faut jamais oublier les femmes, les hommes dans tous ces pays malheureusement opprimés qui attendent de nous que nous défendions ces principes. Et puis, il y a la diplomatie comme facteur de cohésion républicaine en France. Il faut que tous nos concitoyens puissent se reconnaître dans une diplomatie digne de ce nom, qui donc doit défendre des principes dans lesquels toutes les Françaises et tous les Français peuvent se reconnaître. Ils ne peuvent être que des principes moraux. Des principes, et il faut rappeler qu'il y a des populations qui sont encore
meurt en danger en Syrie, tout près de Damas, la Ghouta, la Routa. Voilà, au moment même où nous parlons, à quelques kilomètres à vol d'oiseau du palais d'Assad, des populations civiles sont menacées de famine, je répète de famine, du fait d'un siège implacable qui leur est imposé par le régime Assad. Le président Macron a dit qu'il serait intraitable sur la question de l'accès humanitaire aux zones de conflit. C'est un formidable dossier dont il devrait se saisir pour que ces femmes et ces hommes ne puissent échapper à la mort lente à laquelle Assad les condamne. Votre livre, Jean-Pierre Philu, est une histoire de la contre-révolution arabe et donc des réactions des régimes face au printemps arabe. Vous n'aimez pas le terme, donc aux révolutions, aux soulèvements qu'on a connus à partir de 2011. Pourquoi la Tunisie a-t-elle réussi là où l'Égypte notamment a échoué? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en moins d'une minute? Bien sûr. D'abord, la Tunisie avait la chance d'être un régime policier et non une dictature militarisée. Et en plus, elle ne dépendait pas de rentes extérieures de type pétrolier ou stratégique, c'est-à-dire que quand les Tunisiennes et les Tunisiens se sont soulevés, ils se sont soulevés contre un despote qui leur volait littéralement l'argent dans la poche. Tandis que les phénomènes de rente qui existent comme en Égypte permettent au fond aux régimes dictatoriaux de perdurer. Il faut savoir que dans l'année qui a suivi son putsch, l'actuel président Sisi a touché plus d'une vingtaine de milliards de dollars, essentiellement des pétromonarchies, ce qui lui permet d'être moins dépendant des populations quand celles-ci se plaignent du niveau de vie ou des conditions sociales. Généraux, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe. Donc c'est l'alliance infernale en quelque sorte, objective et infernale qui mène une partie du Moyen-Orient. Jean-Pierre Philu, c'est votre livre qui paraît aux éditions La Découverte. Merci d'être venu nous en parler ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.